Bonjour, aujourd'hui on va se lancer dans un voyage assez fascinant, celui du développement de la communication. On va décortiquer ensemble comment on apprend à se connecter les uns aux autres, depuis les tout premiers sons d'un bébé jusqu'à nos conversations les plus complexes. On commence avec une question qui a l'air toute simple. Pourquoi un bébé pleure? Bon, la réponse facile, c'est la faim, la couche, la fatigue. Mais si c'était bien plus profond que ça? En fait, chaque son, même le plus basique, a une fonction de communication qui est absolument essentielle. Et c'est ça qu'on va explorer. En fait, il faut savoir que toute communication humaine, vraiment toute, repose sur trois grands piliers. Le premier, c'est pour exprimer un besoin, comme demander un objet. Le deuxième, c'est pour le plaisir d'être ensemble, l'interaction sociale pure. Et le troisième, c'est pour partager une attention, dire à quelqu'un « regarde ça !» Ces trois motivations, elles sont à la base de tout. Alors, pour bien comprendre tout ça, il y a un concept qu'il faut absolument maîtriser. C'est la pierre angulaire de toute communication. L'attention conjointe. L'attention conjointe, qu'est-ce que c'est exactement? Attention, ce n'est pas juste regarder la même chose au même moment. Non, c'est l'acte de partager activement une expérience. C'est ce moment où on alterne son regard entre, disons, un avion dans le ciel et la personne à côté de soi, juste pour s'assurer qu'elle le voit aussi. C'est un véritable « regarde ça avec moi ». Ce qui est fascinant, c'est que cette compétence, elle a d'abord un côté un peu passif. L'enfant apprend d'abord à répondre à une invitation de l'autre. Si un adulte pointe un oiseau du doigt, l'enfant va suivre le geste et regarder l'oiseau. C'est vraiment la toute première étape du partage d'une expérience. Et puis, hop, on passe à l'étape suivante, la phase active. Là, c'est l'enfant qui prend les commandes. Il ne se contente plus de suivre, il initie l'interaction. Il pointe le chien du doigt pour que l'adulte le regarde aussi. Et ça, c'est un changement crucial. Ça veut dire que l'enfant partage maintenant son propre centre d'intérêt. Bon, voyons maintenant comment tout ça se construit dans le temps. On va suivre le parcours des 18 premiers mois de la vie, une période absolument critique où toutes ces fondations se mettent en place. Tout commence ici, dans ce qu'on appelle le stade pré-intentionnel. Pendant ces premiers mois, les pleurs ou les sourires d'un bébé, ce sont avant tout des réflexes. C'est l'adulte qui va leur donner un sens, qui va interpréter un cri en se disant « Tiens, il doit avoir faim ». La communication n'est pas encore délibérée de la part du bébé. Même si c'est pré-intentionnel, cette période est super riche. Côté compréhension, le bébé commence à réagir à son nom, c'est un premier signe qu'il se reconnaît. Côté production, il est captivé par les visages, il imite les gestes. Et c'est justement vers 7-8 mois que cette fameuse attention conjointe commence à bien s'établir. Les bases sont là. C'est aussi à ce stade qu'on peut parfois observer deux chemins qui commencent à se dessiner. Dans un développement dit typique, l'enfant apprend vite que ses actions provoquent une réaction. Dans le spectre de l'autisme, il arrive que l'enfant semble moins sensible à ces signaux sociaux, comme le simple fait de tourner la tête quand on l'appelle par son nom. Et là, attention, c'est un tournant majeur. L'enfant entre dans le stade intentionnel. Il comprend qu'il a le pouvoir d'influencer le comportement des autres. Sa communication devient un acte volontaire, même si, pour l'instant, elle passe surtout par les gestes. Ici, la nuance est fondamentale. Il faut bien regarder la fonction du geste. Un enfant au développement typique va pointer un biscuit pour dire « Waouh, regarde ce biscuit avec moi ». Un enfant autiste, lui, pourrait plutôt prendre la main de l'adulte et la poser sur le biscuit. La main devient alors un simple outil pour obtenir l'objet, sans qu'il y ait forcément cette recherche de partage social. Ah, et le voilà, le moment que tout le monde attend. Les premiers mots. À ce stade, le langage est utilisé pour plein de choses. Nommer, répéter, dire bonjour, appeler. Chaque nouveau mot, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre sur le monde. Et là encore, ce qui est super important, ce n'est pas toujours de savoir si le mot est prononcé, mais de comprendre pourquoi il est utilisé. Par exemple, dire « jus » pour avoir du jus, c'est une demande. Mais dire « chien » juste pour attirer l'attention de l'autre sur le chien qui passe dans la rue, ça c'est une initiative purement sociale. Et c'est cet élan qui est parfois moins fréquent chez l'enfant autiste. Allez, on avance dans le temps, on arrive aux années de la petite enfance. Et là, accrochez-vous, c'est une période d'explosion du vocabulaire et le début de la construction des phrases. Entre 18 et 24 mois, c'est un véritable feu d'artifice de mots. L'enfant se met à combiner des mots, ça donne des « encore jus »,« papa parti », et il pose constamment cette question magique « c'est quoi ça ?» pour apprendre encore et encore. Ce qui est frappant ici, c'est la différence dans cette soif d'apprendre de l'autre, le besoin de poser des questions pour diriger l'attention d'un adulte sur un truc nouveau et en connaître le nom est parfois moins présent. Cet élan vers l'autre pour découvrir le monde ensemble est moins fréquent, ce qui peut évidemment impacter l'acquisition du vocabulaire. On entre maintenant dans l'âge préscolaire.
Le langage devient un outil beaucoup plus sophistiqué pour raconter des histoires, avoir des conversations complexes et même comprendre des idées abstraites. À ce stade, une conversation typique devient très fluide, ça danse, il y a de nombreux tours de parole, des initiatives spontanées. Pour un enfant autiste, il arrive que les conversations restent plus limitées, à des sujets d'intérêt très spécifiques, avec moins de spontanéité. Ok, on a vu la chronologie. Maintenant, arrêtons-nous sur quelques concepts vraiment spécifiques qui nous aident à mieux comprendre ces différences de développement. Ce chiffre, il est vraiment marquant, 80%. Dans environ 80% des cas, une difficulté de communication est directement liée à ce qu'on va qualifier de comportement inapproprié. Ça nous rappelle une chose essentielle. Bien souvent, un comportement est une forme de communication. Parlons d'un mot qu'on entend souvent, l'écholalie. C'est présent chez environ 85% des enfants autistes qui ont un langage verbal. Il y en a deux types. L'écholalie immédiate, c'est répéter tout de suite ce qu'on vient d'entendre. Et la différée, c'est quand on répète une phrase de dessin animé entendue plusieurs jours avant, par exemple. Et ça nous amène à une idée vraiment fondamentale sur la manière d'apprendre le langage. La plupart des gens ont un apprentissage dit analytique. On décompose tout. On apprend le mot le, puis chat, puis dort. Mais il existe un autre style, l'apprentissage gestalt. Là, on apprend le bloc entier, le chat dort, comme si c'était une seule mélodie, une seule unité de son. L'écholalie, c'est donc une manifestation directe de cet apprentissage par bloc. Alors, après avoir exploré tous ces parcours différents, la vraie question qui se pose à la fin, ce n'est peut-être pas comment faire pour que l'autre parle, mais plutôt comment peut-on, nous, mieux écouter ? Comment mieux décoder l'intention qui se cache derrière chaque son, chaque geste, chaque répétition ? La clé de la communication, elle est peut-être tout simplement là.